Centrafrique, Mali, RDC et Togo, ce sont les pays dans lesquels nous irons faire un tour ce soir dans Regard croisé avec David Diagwavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Magloire. Magloire Teko Kenvi, flambeau des démocrates, bonsoir Magloire. Bonsoir Samuel, bonsoir David et bonsoir à tous les téléspectateurs de la New World TV. On va commencer avec la Centrafrique. Des affrontements meurtriers ont opposé samedi et dimanche des groupes armés à Bria dans le centre-est de la Centrafrique. Il y a eu des affrontements entre les anti-Balaka et les FPRC, Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, avec des pertes dans les deux camps. C'est le porte-parole de la mission de l'ONU en Centrafrique qui l'a déclaré. Les forces de sécurité centrafricaines et la police de la MINUSCA ont pris des mesures de sécurité et sont en alerte dans la ville. David Diagwavi, comment ça s'explique que depuis ce temps, anti-Balaka, Séléka ont reconverti en différents groupes? On n'arrive véritablement pas à maîtriser ces entités-là. C'est la conséquence de l'incapacité du gouvernement centrafricain à véritablement sécuriser les frontières et l'ensemble du territoire de ce pays, qui a viré dans l'insécurité depuis le départ du président, du général Bozizé. La Centrafrique aujourd'hui n'est plus totalement dirigée par l'actuel gouvernement, parce que ce gouvernement n'ayant pas les moyens nécessaires pour véritablement faire face à ces insurgés. C'est les groupes d'autodéfense, c'est les groupes armés qui font leur loi depuis la capitale Kigali jusqu'à l'ensemble, depuis la capitale de la Centrafrique jusqu'à l'ensemble des autres zones géographiques qui ne sont plus sous la maîtrise de la sécurité du gouvernement centrafricain. Alors aujourd'hui, pour un rien, on sort les armes pour soi-disant défendre un territoire, défendre une religion, défendre une ethnie. Et ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, c'est vraiment tragique. Il faut faire très attention, sinon ce pays risque de balancer totalement dans le génocide, un peu comme ce qui s'est passé au Rwanda. Et donc il faut véritablement faire attention et chercher les moyens nécessaires pour justement mettre fin à la tragédie et au drame que ces groupes d'autodéfense sortent chaque jour régulièrement pour justement faire peur à la population, pour aussi dire au gouvernement qu'ils sont encore présents et qu'ils ont encore leur mot à dire. Magloire Teko, est-ce que c'est parce qu'on est quand même dans des affrontements qui ont glissé sur un terrain religieux qu'il est difficile de maîtriser la situation? Oui, parce que David venait de le souligner à l'instant. Vous savez, ce pays est un pays un peu particulier parce qu'allant de renversement de pouvoir, aujourd'hui, la situation est telle que le pays ressemble beaucoup plus à une poudrière. Et moindre situation, ça risque de dégénérer. Dans le cas d'espèce, on parle de vol de moutons. Vous imaginez, vol de moutons qui dégénérait. Et parce que il faut reconnaître que depuis un moment, David l'avait souligné, entre-temps, l'État centrafricain en tant que tel, militairement parlant, n'existe plus. Et c'est les groupes d'autodéfense qui viennent soit en appui au gouvernement, soit en appui à l'opposition. Et ça glisse un peu sur le terrain ethnico-religieux. Et depuis 2013, après le départ du général Bozizé, et ça s'est accentué avec l'arrivée de Michel Djotodia qui est musulman. Et il a été appuyé par les forces ex-Séléka, aujourd'hui reconverties. Donc ce qui fait que le pays est un peu ingouvernable. Et l'État centrafricain, n'ayant pas toutes les capacités de faire face à cette situation, est obligé, entre griffes, de se mettre sous tutelle militairement parlant, parce qu'aujourd'hui, c'est la Russie qui vient en appui à l'État centrafricain. Et quand vous voyez, on vous dit aujourd'hui que le conseiller sécurité du chef de l'État centrafricain est un russe, ça dit ce que ça voudrait dire. Et donc, je dis, quelque part, la situation centrafricaine m'amène à donner raison à cette conception-là qui voudrait, qui dit que
les ressources minières de nos continents, ou du moins de nos pays, sont beaucoup plus source de malheur pour nos États, parce que quand vous voyez un peu la Centrafrique, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, mais heureusement, Dame Nature a doté ce pays de ressources minières telles que le diamant et l'uranium, mais c'est beaucoup plus la source de conflits entre ces groupes armés qui régentent le pays, ce qui fait qu'aujourd'hui l'État en tant que tel n'arrive pas à faire face à cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je me dis, depuis 2013, il y avait eu le processus de désarmement. Ouais. Les gens, de fait, se sont désarmés, on l'a vu. Mais juste après, on a senti que véritablement le désarmement n'était pas effectif en réalité. Ouais. Ce qui fait que les groupes d'autodéfense sont tels, ils existent. À chaque instant, ils peuvent ressurgir. Tout le débat est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la grande question actuellement. David, surtout, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'on doit dire véritablement que la Centrafrique n'a plus d'armée? Ce pays n'a plus d'armée. Même si ce pays a nord, cette armée se retrouve dans une incapacité à lutter contre l'invasion de ces groupes armés. C'est quand même assez extraordinaire. Ça a commencé depuis très longtemps. On sentait cette instabilité venir avec la succession des coups d'État après le départ de l'ex... Non, pas Bozizé, avant. Patassé. Quand Patassé était parti, on sentait une succession de coups d'État. Et cette succession de coups d'État a justement fragilisé la capacité du gouvernement à sécuriser le territoire centrafricain. Et donc, les terroristes, les groupes armés sont rentrés dans le jeu et on a vu les dégâts que ça a causé. Aujourd'hui, la Centrafrique est totalement instable. Il faut être assez téméraire pour pouvoir vivre dans ce pays. Pour une histoire de vol de moto, pardon, je sais pas ce qui se passe ce soir. L'histoire de vol de moto, on tue des gens. On blesse des gens, on tire sur tout ce qui bouge. Ça veut dire que ce pays aujourd'hui... C'est-à-dire qu'il y a des tensions et on cherche juste le moyen de prétexte. Oui. Fimel a dit, enfin Teko l'a dit tout à l'heure, la Centrafrique aujourd'hui est assise sur une braise. On attend juste l'étincelle pour faire exploser les choses. Et donc on part... avant c'était des questions banales. On parle de vol d'armes, on parle de vol de moto, on parle de vol de bétail, et ça suffit déjà pour tuer des gens. Et donc aujourd'hui l'armée centrafricaine est totalement désemparée. Ils n'ont pas des dirigeants qui puissent véritablement leur impulser le courage, la détermination nécessaire pour faire face à ces insurgés. La France a tenté pendant très longtemps de constituer une barrière entre les rebelles et le gouvernement, mais ça n'a pas pu donner. La Centrafrique aujourd'hui est laissée à elle-même. Et pourtant, ce pays est un des pays les plus riches de la sous-région centrafricaine. Mais on ne comprend vraiment pas comment ça se passe qu'aujourd'hui, ce pays se retrouve dans une situation pareille. Alors, finalement, à quoi sert la présence russe? Ou bien plus à exploiter aussi les richesses du sous-sol? Vous savez, on l'a dit, 50 ans après les indépendances, nos États ne sont réellement pas indépendants en réalité. Parce que ce n'est pas seulement le cas centrafricain. Il y a plusieurs pays du continent qui vivent la même réalité, si on peut le dire ainsi. C'est vrai que le cas centrafricain est un peu atypique, mais ce n'est pas quand la présence russe en Centrafrique n'est pas gratuite, on peut le penser, parce que la sécurité, ou du moins la sécurité de toute une nation, ce n'est pas un secteur assez fragile où on peut confier à n'importe qui. Et quand on fait appel à un État, un souverain, pour venir appuyer l'État centrafricain à assurer sa propre sécurité, c'est qu'en réalité... Il y a des contreparties. Et donc, je me dis, c'est un peu malheureux pour nos États, mais on est également la cause de nos problèmes en réalité, parce que l'Afrique est le continent le plus riche, mais l'Occident, sachant jouer véritablement le jeu,
on met en conflit des frères pour pouvoir tirer bénéfice de tout ceci, ce qui fait que les Africains n'arrivent pas à se comprendre. Et quand on voit véritablement ce qui se passe en Centrafrique, ça donne à réfléchir, parce que quand vous voyez un peu N'Djamena, enfin pas N'Djamena, la capitale de la Centrafrique, voilà, Bangui, voilà, il y a le quartier PK5, qui est le quartier commercial, qui a été entre groupes kidnappés par le groupe armé, les ex-Seleka, parce que c'est un groupe armé qui est un peu majoritairement musulman, et donc c'est les musulmans qui animent le commerce là-bas, et ils estiment que l'État a démissionné, donc ils prennent la défense de leur commerce et tout. Et ils se font payer par des taxes et autres. Absolument. Et là, c'est vrai que tacitement, l'État menace, mais n'arrive véritablement pas à faire face à cela. Ce qui m'amène à pousser plus loin ma réflexion pour dire, en réalité, j'ai l'impression que même les groupes d'autodéfense sont appuyés par des forces étrangères, parce que quand même, on parle d'un État. On parle d'un État, même si la Russie n'appuyait pas l'État centrafricain, un groupe armé ne peut pas quand même disposer de la même force ou du même armement que l'État. Mais si un groupe armé arrive à défier véritablement l'État centrafricain, c'est qu'il y a des soutiens derrière. D'accord, on va marquer maintenant la pause et puis on va revenir après.